Bonjour tout le monde! Cette semaine, Christo et moi, on va à Val-Brillant faire du pickleball. On va visiter aussi à Coursept-Piscale la boucherie Les Petits Veilleux et je m'entretiens avec Yves Bouliane sur son virage professionnel. Avant, allons à l'actualité. Je suis présentement avec la députée fédérale Christina Michaud. Bonjour Christina. Allô? Grosse nouvelle cette semaine, nous avons su qu'Air Canada interrompt le service sur 30 lignes régionales, et dont celle de l'aéroport de Montjoli. Exactement, grosse nouvelle, mauvaise nouvelle en fait pour l'ensemble de l'Est du Québec, pour le développement économique régional, mais pour les citoyens aussi, c'est une coupure de service totale. On parle de plusieurs aéroports. En fait, c'est toujours un peu les régions qui écopent en premier, moi, je trouve. Et là, il y a un grand manque de transparence de la part de l'entreprise parce que dans son communiqué de presse hier, il nous apprend que, il suspend de façon indéterminée pour la durée les comptoirs de service dans certains aéroports, alors que ce qu'on entend à l'interne, c'est que c'est plutôt définitif. Alors, c'est terminé pour les aéroports de Montjoli, de Gaspé, de Bécomo, en Abitibi également. Donc, vraiment, là, on coupe l'Est du Québec totalement d'un service qui est essentiel. C'est pas temporaire. C'est ça qu'on lit dans les médias, que c'est temporaire. Non. Exactement, mais ce qu'on entend à l'interne, c'est que ça ne reviendrait pas. Pour l'aéroport de Montjoli, par exemple, c'est une perte de plus de 30 des revenus, là, s'ils n'ont pas le comptoir Air Canada. C'est des escales que les gens pouvaient faire aussi pour s'en aller en voyage vers l'Europe, vers l'Amérique latine. On transitait à Montjoli, par exemple, pour s'en aller à Montréal ou autre. Là, ce ne sera plus possible de le faire. C'est des pertes économiques importantes. Je pense aux fonctionnaires ou aux gens qui, pour le travail, doivent se rendre quotidiennement en ville à partir de Gaspé, ça fait un long chemin. Alors, ce qui est plus déplorable dans toute cette histoire, c'est que Air Canada est une grosse entreprise qui a bénéficié de l'argent fédéral. Ils ont une liquidité d'à peu près 10 milliards environ en ce moment. Ils ont bénéficié d'un prêt de EDC de près de 800 millions de dollars. Ils ont bénéficié de la subvention salariale pour leurs employés. Et là, première action qu'ils font en sortie de crise, c'est couper les régions. Alors, ils ont cette espèce de choses en tête où c'est mieux de garder les comptoirs payants et non les comptoirs qui sont un petit peu moins payants, ceux qui sont en région, bien entendu. Alors, nous, ce qu'on demande, c'est que Air Canada fasse passer nos gens avant son portefeuille. C'est vraiment, on parle d'un service essentiel qui nous coupe totalement. Alors, je trouve ça tout à fait déplorable. Moi, ce qu'on va faire avec les députés du Bloc québécois, c'est de trouver une solution à court, long, moyen terme. En ce moment, à Montjoli, il y a Pascan, il y a PAL Airlines aussi qui peut peut-être offrir des offres, mettre des offres sur la table. Mais ce qui arrive, c'est que quand des grandes entreprises comme Air Canada arrivent chez nous, eh bien là, ils baissent leurs prix, créent de la concurrence et ensuite, c'est des petites entreprises qui doivent fermer leurs portes ou réduire leurs services. Puis après ça, Air Canada, du jour au lendemain, sans discussion, décide qu'ils s'en vont. Alors là, ces petites entreprises-là ont déjà perdu des milliers de dollars. C'est pas facile de remettre sur la table un service. Surtout avec qu'est-ce qu'on vient de vivre comme pandémie. Exactement. Donc, nous, ça fait partie de cette relance économique-là aussi, les infrastructures qu'on a en région. On l'a vécu avec Via Rail il n'y a pas si longtemps. On a eu de la misère toute l'année dernière avec la traverse entre la Côte-Nord puis la Côte-Sud, ici, là, du Québec. Et puis là, c'est le tour de Air Canada, c'est le tour de l'aviation. Alors, on trouve ça un petit peu déplorable. Puis on aimerait entendre un petit peu un son de cloche de la part du gouvernement fédéral parce que c'est l'argent des contribuables qui a aidé cette entreprise-là. Ce fleuron, malheureusement, les Québécois sont pas très fiers de cette entreprise-là parce qu'il y a eu plusieurs problèmes dans le passé, que ce soit avec la langue, le français à l'intérieur des vols, le service à la clientèle. Il y a eu des assez gros scandales dans les derniers mois, alors que c'était impossible d'avoir quelqu'un au bout du fil en appelant Service Canada. Alors, je pense que le gouvernement aurait pu accrocher des conditions pour que justement les services restent en région. C'est possible de le faire, on peut le faire pour plein de choses. Un financement conditionnel. Et c'est pas ce qui a été fait, mais je pense qu'il n'est pas trop tard et on va continuer de faire des représentations auprès du gouvernement. Oui, parce qu'on est vraiment juste de la métropole, on est vraiment loin. C'est beaucoup de routes. C'est pas tout le monde qui peut conduire aussi 8 heures de route comme ça. Donc, c'était vraiment
plaisant d'avoir Air Canada avec nous, mais comme tu dis, peut-être que les plus petites entreprises vont continuer à le faire, mais les prix vont être peut-être moins abordables, finalement. Exactement. Okay. Donc, ça peut pas être sur le dos d'une seule entreprise. Il faut qu'il y ait une concertation entre les différents paliers de gouvernement, du financement, parce que, on va se le dire, un avion à faire marcher, c'est assez dispendieux. Non, mais c'était une option quand même, parce que là, avec Via Rail qui est encore suspendu indéterminément, les autobus aussi, Orléans, qui ont besoin d'aide financière pour continuer d'offrir un service. Alors là, on est rendu pour les gens qui n'ont pas de voiture, là, c'est assez difficile de s'en venir en région et assez difficile pour nous de partir. De partir. Comment a été ta rencontre la fin de semaine passée en Gaspésie? Très bien. En fait, on a décidé de faire un caucus des députés du Bloc québécois de l'Est du Québec. Alors, j'étais avec ma collègue de la Côte-Nord, Marilyn Gill, puis Maxime Blanchette-Jonca, député de Rimouski, Neigette, Témiscouata, les Basques. Et on a fait ça dans un endroit de choix, Saint-Maxime-du-Mont-Louis, en Gaspésie. C'est Guy Bernatchez qui est maire là et on se connaît bien. Alors, il a pu nous parler des enjeux régionaux, bien entendu. Puis, parler de cette fameuse relance économique, justement, parler de tourisme, de quoi ça a l'air cet été. Alors, voilà ce qui a été discuté, de très belles discussions. Et là, j'ai une bonne nouvelle. Je viens de savoir que le caucus du Bloc québécois, la première fois que les 32 députés vont se rencontrer depuis mars, eh bien, ce sera dans la baie des Chaleurs, donc ce sera dans mon comté. J'ai bien hâte de recevoir mes collègues juste avant le début de la rentrée parlementaire. Donc, on devait le faire, là, les députés de l'Est du Québec, mais là, ce sera l'ensemble des députés, finalement. Alors, bonne nouvelle. En plus, le chef du Bloc québécois va faire une tournée estivale en personne et il va arrêter chez nous. Exactement. Donc, hier, il a annoncé sa tournée estivale sous le thème « Ça fait du bien de se voir » parce que, bon, on a été en confinement pendant plusieurs mois. On a fait beaucoup de rencontres virtuelles, en Zoom, en Skype, avec différents intervenants locaux de toutes les régions du Québec. Mais là, bon, quoi de mieux qu'une conversation en personne? Alors, le chef va se promener tout l'été et il commence ça dans mon coin. Alors, il sera ici la semaine prochaine, le 7 juillet prochain, donc mardi. Je lui ferai faire un petit tour là, de la région. J'espère qu'il y aura des gens qui seront là pour venir le rencontrer. Oui. Puis on aura peut-être la chance de l'avoir à la TVC. On s'en reparle peut-être, oui, ça pourrait être fun. Exactement. Donc, sous le thème de Ça fait du bien de se voir, mais aussi de la culture, de la langue, des arts, c'est un secteur qui a été assez oublié aussi pendant la pandémie. Donc, pour la sortie de crise, c'est un secteur qu'on ne veut pas oublier. Question de langue aussi, il y a eu quelques accrochages pendant la pandémie et on met toujours ça sur le dos de la COVID, là, souvent en tout cas. Par exemple, dans l'étiquetage, dans les communications gouvernementales, alors que des fois, l'anglais là, allait beaucoup sur le français. Il ne faut pas que ça arrive. On ne peut pas mettre ça sur le dos de la pandémie. Alors, on a fait quelques propositions, quelques demandes qui s'alignent sur ces thèmes-là. Alors, bien hâte de le recevoir la semaine prochaine ici dans la Matapédia. Oui, on a hâte de le voir et peut-être l'avoir en entrevue à TVC. Bien, merci beaucoup, Christina Michaud, et à la semaine prochaine. Merci, bye. Au revoir. C'est l'heure de notre rencontre hebdomadaire avec le député Matane-Matapédia, Pascal Bérubé. Bonjour, M. Bérubé. Bonjour. Vous avez un beau compagnon avec vous? Oui, c'est notre... Oh, il vient de se sauver. Bon, ça y est, c'est parti. René, le petit Poméranien là, que je reprends dans mes bras à l'instant. Alors, le René, qui est bien content de me revoir. Ben oui. Et puis, ça me permet peut-être de glisser un mot sur le fait que les animaux de compagnie, c'est important à toute période de l'année, mais particulièrement pendant les déménagements. Souvent, il y a des animaux qui sont abandonnés. Alors, il faut encore le répéter que nos petits compagnons, il faut s'en occuper. Alors, lui, il est particulièrement actif, comme on peut le voir. Et on s'en occupe bien, donc ça me permet de repasser ce message-là. Oui, parce qu'il y en a beaucoup durant leur déménagement qui délaissent leur animal. Donc, oui, effectivement, il faut le rappeler que d'adopter un animal, c'est pour la vie, en tout cas le plus possible. Donc, il ne faut pas oublier ça. J'ai vu que vous travaillez, j'ai vu que présentement, vous travaillez pour que nous ayons à Amkoui des chaises d'hémodialyse. Oui, ça, c'est un enjeu qui est important. D'abord, pour les personnes qui ont besoin d'hémodialyse, parce que c'est 3 fois par semaine
se rendre à Rimouski pour plusieurs heures parce que c'est des soins qui sont vitaux, qui sont essentiels à la vie de ces personnes. Il y a quelques cas dans la Matapédia et moi, j'ai de la difficulté à accepter que ça puisse pas se passer à l'hôpital d'Amqui. Je suis allé visiter vendredi dernier le département d'hémodialyse de Sainte-Anne-des-Monts, de l'hôpital des Monts. Et puis, c'est bien aménagé. Ça fait 3 ans que c'est en opération. Il y a 5 chaises, donc ils sont capables de traiter 10 personnes. Une personne le matin, une personne l'après-midi pendant 3 jours. Et c'est une méthode qu'on devrait avoir à l'hôpital de Matane et à l'hôpital d'Amqui. Alors, c'est un combat qu'on mène depuis plusieurs années. On nous dit que c'est compliqué, mais imaginez comment c'est compliqué pour les personnes qui en ont besoin. Alors, on a un nouveau ministre de la Santé. Je vais revenir à la charge. Je trouve ça très important d'améliorer la qualité de vie de ces personnes. Et il faut limiter au maximum les déplacements entre notre région de la Matapédia et Rimouski dans tous les soins possibles où on peut éviter de s'y rendre. Je pense qu'il faut prioriser là, des soins locaux sur place dans notre région. Parce que là, présentement, ils doivent se déplacer, donc ouais, c'est un peu plate. Là. Oui, 3 jours par semaine, beau temps, mauvais temps, puis rendu. Alors, le trajet, plus le fait de passer plusieurs heures pour l'hémodialyse, c'est vraiment là, des situations là, qui sont très difficiles pour les personnes et pour les proches aussi. Alors, c'est un enjeu que je veux relancer, à la fois dans la Matapédia, à la fois dans la Matane. C'est maintenant officiel. Nous savons maintenant les candidats de la course à la chefferie du Parti québécois. Oui, alors la course est lancée parce qu'on a 4 candidatures officielles. C'est Frédéric Bastien, Paul Saint-Pierre Plamondon, Sylvain Godreau et Guy Nantel. Le vote aura lieu en octobre, mais pour les personnes qui souhaiteraient participer, il faut devenir membre sur le site du Parti québécois. Et si on peut participer en votant pour le candidat de son choix qui sera à la tête du Parti québécois. Et il y aura des débats tout au long de l'été. Ça va être intéressant. Alors, je vais souvent mettre de l'information sur ma page Facebook. Évidemment, je ne prendrai pas position parce que c'est moi qui assume l'intérim. Mais ça va être des débats drôlement intéressants. Alors, j'invite les gens à suivre ça et puis à devenir membre ou à renouveler sa carte de membre. Ça va se passer beaucoup au Parti québécois, les échanges d'idées intéressants au cours des prochaines semaines. Ça a brassé beaucoup la semaine passée concernant la fête qu'il y a eu l'absence des drapeaux du Québec lors du spectacle de la fête nationale. Et j'avais envie de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Un spectacle de la fête nationale magnifique, très intéressant, très créatif, mais il manquait quelque chose d'essentiel, un symbole rassembleur. Le drapeau du Québec n'était pas là. C'est pas comme si on ne savait pas qu'il n'y aurait pas de spectateurs qui auraient apporté leur propre drapeau. C'est une erreur quand même importante. Je l'ai signifié sur les réseaux sociaux. Soyez assurés qu'à la fête du Canada, ils n'oublieront pas le drapeau, eux autres. Hein? Il va être très présent, puis il va en avoir des gros, puis ils vont être partout. Alors, il faut peut-être réaffirmer, certainement réaffirmer des symboles nationaux importants. Le drapeau, là, c'est le drapeau de tous les Québécois. Il doit flotter à la fête nationale, mais tout au long de l'année, en toutes circonstances, c'est un symbole de ralliement. Tout comme notre langue, la langue française, est un symbole de ralliement. Alors, on n'a pas à se cacher là, de nos symboles nationaux. On est un grand peuple. Alors, arborons fièrement nos symboles nationaux qui sont rassemblants. C'est quand même spécial qu'il n'y a personne de l'équipe ou de la production qui a pensé à ça. Il manque le symbole de la fête, justement. C'est quand même spécial. Je ne sais pas. On nous dit que c'est une erreur, mais en même temps, c'est tellement bien préparé, ces spectacles, que j'ai de la difficulté à croire que c'est un oubli. Mais bon, il faut prendre la parole des organisateurs puis s'assurer que ça ne se reproduise plus. T'sais. J'ai une suggestion, on pourra en mettre le double l'année prochaine. Oui, effectivement. J'ai vu que vous avez envoyé un livre de la Gaspésie à M. Legault la semaine passée. Oui, en fait, c'est le guide touristique 2020 de la Gaspésie. C'est un suivi à l'intention qu'il a annoncé à l'Assemblée nationale de visiter notre région. Alors, je lui ai envoyé le guide touristique de notre région. Peut-être préciser que c'est le guide de la Gaspésie. Et il y a un enjeu particulier, c'est que la Matapédia, la Métis et la Matanie, c'est au Bas-Saint-Laurent administratif, mais c'est dans la Gaspésie touristique. Alors, c'est pour ça que j'ai envoyé le guide à son cabinet, à son bureau. Alors, j'espère qu'il va le recevoir, qu'il va pouvoir le feuilleter. Et peut-être ça va lui donner envie de venir faire un tour cet été ou de passer
quelques jours de vacances, il sera le bienvenu et je m'assurerai de lui présenter notre région sous ses plus beaux jours et surtout à travers nos projets qu'on a pour la relance économique de la Matapédia, de la Métis et de la Matanie. Merci beaucoup. Merci Pascal Bérubé. Puis on se voit la semaine prochaine. Très bien, merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. C'est le moment des nouvelles en vrac au Québec. Le déconfinement est maintenant presque total au Québec. Au lieu de dire ce qui est ouvert, on parlera plutôt maintenant de ce qui demeure fermé. Donc, tous les secteurs d'activité ayant été confinés sont maintenant autorisés à l'exception des festivals et grands rassemblements, des camps de vacances et des combats sportifs. Dans les bars, la clientèle devra être assise et à 2 mètres de distance. Afin de favoriser la distanciation sociale, la danse serait interdite encore aujourd'hui. Le premier ministre François Legault a annoncé que tous les usagers des transports en commun du Québec devront porter un couvre-visage à compter du 13 juillet prochain. Le gouvernement va donner 2 semaines d'adaptation aux gens. L'obligation entrera donc en vigueur le 27 juillet. Aucune amende n'est prévue pour le moment. Les usagers qui ne porteront pas de couvre-visage ne pourront tout simplement pas monter à bord. La mesure sera obligatoire pour tous les usagers de 12 ans et plus, mais elle est aussi fortement recommandée pour les plus jeunes, sauf pour ceux de moins de 2 ans, parce que ça peut être dangereux pour leur respiration. Suite à cette nouvelle, il ne sera plus nécessaire de garder une distance d'1 mètre à bord des autobus scolaires, ce qui signifie que les étudiants pourront s'asseoir 2 par banc, mais le port du masque sera obligatoire pour les élèves du secondaire. Pour les plus jeunes, le masque sera fortement recommandé selon les directives de la santé publique. Air Canada a annoncé la suspension indéfinie de 30 dessertes régionales et la fermeture de 8 escales à des aéroports régionaux canadiens, dont 4 au Québec, Gaspé, Bécomo, Montjoli, chez nous, et Val-d'Or. La compagnie aérienne attribue ces changements au peu de demandes tant dans le marché d'affaires que dans celui du loisir, aux conséquences de la COVID-19 aussi, aux restrictions de voyages fédérales et provinciales et aux fermetures de frontières. Le CIS du Bas-Saint-Laurent annonce la reprise graduelle des activités médicales spécialisées en clinique externe, chirurgie et imagerie médicale dans les hôpitaux du Bas-Saint-Laurent, puisque la situation est stable depuis quelques semaines au niveau du plan épidémiologique. Soulagement pour les propriétaires de camping de l'Est du Québec, dont ceux du Bas-Saint-Laurent. Les visiteurs sont au rendez-vous. Après seulement 1 mois de réouverture, les visiteurs sont déjà nombreux sur les terrains et les réservations s'accumulent. La fermeture de la frontière avec les États-Unis et la difficulté de voyager à l'étranger ont poussé de nombreux Québécois à se tourner vers les campings de la province pour y passer leurs vacances. Cependant, malgré le regain d'intérêt pour nos régions que semble susciter la pandémie, il faudra un exode urbain ou encore une hausse marquée des naissances pour contrer le déclin démographique du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Au cours des 30 dernières années, nos régions ont perdu plus de 42 000 habitants. Elles sont les seules au Québec, avec la Côte-Nord, à être constamment en décroissance depuis les années 1990. Le Bas-Saint-Laurent a connu son apogée démographique en 1961 avec 232 415 habitants. Québec projette toujours de décentraliser 5 000 postes de fonctionnaires au cours des 10 prochaines années afin de favoriser l'occupation du territoire. Un premier plan en ce sens devrait être déposé au printemps dernier, mais a été reporté à cet automne en raison de la pandémie. La MRC de la Matapédia et Place aux jeunes de la Matapédia tiennent à rappeler que divers services d'accompagnement existent pour les nouveaux arrivants, peu importe leur âge, leur statut et qu'ils aient ou non déjà vécu dans la Matapédia.
pour aider les nouveaux arrivants à s'enraciner dans notre région ou tout simplement pour qu'ils puissent rapidement trouver des repères. Ceux-ci sont invités à consulter les ressources disponibles pour les accompagner sur les sites www.placeausjeunes.qc.ca et www.lamatapédia.ca dans la section S'établir. La ville d'Amqui vous informe que l'avis d'interdiction d'arrosage est maintenant terminé. Toutefois, il est important de respecter en tout temps le règlement 724-12 portant sur l'utilisation de l'eau potable. Aussi, la ville d'Amqui informe les citoyens que la réouverture de la piscine municipale est prévue autour du 10 août 2020. Bonne nouvelle. Cette décision a été prise en considérant différents facteurs. Elle ne peut pas ouvrir tout de suite parce que le premier étant la présence du camp de jour de la ville d'Amqui dans le bâtiment du centre récréo-culturel qui empêche la présence d'autres personnes que celles autorisées en tenant compte des recommandations encore gouvernementales relative à la COVID-19. L'immeuble n'est toujours pas ouvert au public et il ne pourra pas l'être avant la fin du camp de jour pour s'assurer que les enfants ne soient pas en contact avec d'autres personnes. Un autre élément à considérer est le recrutement et la formation des sauveteurs qui sont effectués durant les prochaines semaines. Un nouveau chirurgien rentre en poste à l'hôpital d'Amqui et ce dès le 20 juillet prochain. Le docteur Khaled Ahmad assurera une présence dans la Matapédia sur une base régulière et il se joint à l'équipe de la Matapédia qui compte désormais 2 chirurgiens généraux. C'est ça. Les chauffeurs de bétonnières de Lac-Saumon, Rivière-du-Loup et Rimouski travaillant pour Béton Provincial se sont dotés d'un mandat de grève en réponse à l'offre patronale jugée inacceptable quant aux conditions salariales. Pour le même emploi, les syndiqués de la CSN sont payés moins cher que leurs collègues de la Fédération indépendante des travailleurs industriels. La dernière offre patronale déposée a été jugée inacceptable par les syndiqués qui ont répondu en se dotant d'un mandat de grève en dernier recours, par exemple. Les négociations actuelles touchent une quinzaine de chauffeurs et de bétonnières et 3 travailleurs d'usine répartis à Lac-Saumon, Rivière-du-Loup et Matane. Un incendie qui avait pu avoir de lourdes conséquences sur le pont du rang 3 à Sébec a été évité de justesse grâce à la vigilance d'un citoyen. L'événement s'est produit vers 1h dans la nuit du 27 et 28 juin sur le petit pont de bois du rang 3 à Sébec. Sur le chemin du retour, un citoyen a aperçu un petit nuage de fumée qui s'échappait du pont. Les services d'urgence ont été avertis et le citoyen a débuté l'intervention avec les moyens qu'il avait à sa disposition. Bien que le service de sécurité incendie a rapidement maîtrisé le feu, on parle tout de même de dommages de plusieurs milliers de dollars. Quant à l'origine de l'incendie, il s'agit sûrement de crissement de pneus. La Sûreté du Québec a ouvert une enquête à cet effet. Le directeur général de la municipalité déplore cet événement qui aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus sérieuses. Un autre événement semblable s'est produit sur un pont de bois à Saint-Léon-le-Grand. Dans les jours précédents, on demande aux gens qui auraient de l'information de bien vouloir contacter le poste de la Sûreté du Québec de la MRC de la Matapédia. Ce ne sera finalement pas de l'asphalte, mais bien un revêtement de type MR5 qui sera appliqué sur la route Wallace à Valbriand, une décision qui ne fait pas le bonheur des citoyens. Ce type de revêtement produit moins de poussière et permet une chaussée plus lisse. Il s'agit donc d'une solution qui se trouve quelque part entre l'asphalte et le gravier. La municipalité de Valbriand souhaitait d'abord recouvrir la route Wallace d'asphalte sur le tronçon entre la route 132 et la voie ferrée. Toutefois, les plans ont changé. En 2019, la demande de subvention au ministère des Transports a été refusée. Le conseil de la ville a donc dû se résoudre à abandonner l'idée d'asphalter.
Les travaux de revêtement en MR5 devraient donc se faire à l'automne sur la première portion de la route Wallace. La municipalité de Val-Brillant souhaite que la route entière soit en MR5. Quant aux citoyens de la route, ils souhaitent fermement que le conseil municipal revienne sur sa décision pour que ça soit de l'asphalte. Une pétition circule d'ailleurs à cet effet présentement. C'est ce qui termine les nouvelles matapédiennes de la semaine. Après la pause, je m'entretiens avec Yves Boulian sur son changement de vie professionnelle. Je suis présentement avec Yves Boulian. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir, Zoé. Maintenant, tu es un matapédien, mais toi, tu viens de la Métis. Oui, je suis né dans la Métis il y a plusieurs printemps. Il y a plusieurs printemps. C'est depuis quand que tu es dans la vallée de la Matapédia? Je suis arrivé une première fois en 1995 pour travailler à la caisse chez Desjardins. Puis j'ai quitté professionnellement pendant quelques années et de retour parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur. Et aussi, ma conjointe vient d'ici. Donc, c'était un beau retour en 2007. Puis on est ici depuis ce temps-là. Puis on a fondé notre famille ici. OK. Juste pour que les gens aient un repère. Votre conjointe, le nom, c'est... C'est Mélanie Fournier. Mélanie Fournier. Puis vous avez 4 enfants. Puis la région, c'est important pour toi. Oui, ben écoute, je suis un gars de nature. On a tout ce qu'il faut dans la vallée de la Matapédia. Surtout à l'ère de la proximité mondiale, là, si on veut. Là. Donc, on est super bien. On est installé, on a un chalet sur le bord du lac. On est installé à la Côte-Saumon. C'est vraiment une belle place pour vivre et élever nos enfants. Oui, bien, c'est sûr. Niveau nature et plein air, si on aime ça, on est choyé ici. Je voulais parler, c'est ça, tu as travaillé pendant 25 ans pour Desjardins. Oui. Même vers la fin, tu étais DG. Oui. Puis, à l'automne 2019, tu as fait un virage professionnel. Tu t'es lancé à ton compte comme coach en gestion. J'aimerais savoir pourquoi s'en aller en coach en gestion, comme coach en gestion, puis aussi, c'est quoi un coach en gestion? Bien, je vais commencer par ta dernière question. Oui. Un coach de gestion, ce que ça fait, c'est que ça aide les gens. Ma clientèle est en gestion, donc c'est des gestionnaires de personnes. Donc, ça aide les gens soit à développer des compétences liées à la gestion des personnes ou pour juste des fois prendre du recul par rapport à une situation, travailler sur un défi que les gens rencontrent. Je te donne un exemple avec la COVID qu'on a eu dernièrement. Bien, ça a amené un paquet d'adaptations de la part des gestionnaires pour qu'ils se repositionnent dans tout ça. Fait que j'ai à peu près pas un de mes coachés, un de mes clients avec qui on n'a pas parlé de ça ou on n'a pas travaillé là-dessus un petit peu. Tu sais, des fois, juste prendre un certain recul. OK, on fait-tu les bonnes choses? Est-ce que je couvre partout? Est-ce que je profite des opportunités qui sont liées à ça? Parce que même dans une situation comme la pandémie qu'on a vécue, il y a des opportunités. Il y a des opportunités pour des entrepreneurs, il y en a pour des gestionnaires, il y en a pour des personnes individuellement. Il faut juste les voir des fois. Puis quand on prend le temps de prendre un certain recul, on se dit que j'aime ça, ce qui est en train de se passer là. Ça, tu vois, on a arrêté de faire ça, puis ça se passe bien. Fait que juste de prendre ce recul-là, j'ai eu beaucoup de gestionnaires qui ont dit comme OK, wow, ma sortie de crise, elle va ressembler à ça. C'est le genre de choses qu'on peut faire. Ça peut être aussi, comme je le disais tantôt, sur une compétence. Quelqu'un qui dit, j'aimerais améliorer l'impact que j'ai dans mes rencontres avec mes employés. On va travailler sur ça. Fait qu'un coach de gestion, ça accompagne quelqu'un qui veut améliorer une situation A, qui veut s'en aller vers un point B. Okay. Je suis un accélérateur, si on veut, un développeur de... Ça fait longtemps, tu mentionnais que j'étais gestionnaire chez Desjardins, presque une vingtaine d'années. Puis, le désir a commencé là. Oui, absolument, parce que pour moi, être gestionnaire, ça c'est rapidement devenu d'être un développeur de personnes. Fait que ça me nourrissait énormément dans ce que je faisais. Puis jusqu'à même mes dernières années comme directeur général, j'ai été 5 ans comme directeur général ici à la Caisse Vallée de la Matapédia. Puis ça me nourrissait beaucoup quand j'étais en développement de mes gestionnaires ou de mes employés, les aider à prendre une perspective, les aider à grandir, etc. Puis c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai dit « Ah wow, là, il y a quelque chose pour moi là-dedans, ça me ferait trop vibrer. » Puis je crois
profondément qu'il faut vivre nos passions, faut faire ce qu'on aime dans notre vie, même professionnelle, parce que c'est pas vrai qu'on peut dire « Ah, OK, je me déconnecte, je vais travailler 35-40 heures par semaine, puis j'ai un bon fonds de pension, des bonnes conditions. » Puis le reste, ben regarde, quand j'arrive à la maison, je recommence à vivre. Non, c'est un tout, faut qu'on se réalise dans tout ça. Parce qu'on s'entend, tu as 4 enfants, c'était un peu... Tu avais vraiment des bonnes conditions chez Desjardins, donc c'était se lancer dans le vide. Puis ta motivation, finalement, c'est ça. C'est pour toi, ça prône plus... Qu'est-ce qui prône, c'est d'aimer son travail. Oui, puis d'aimer son travail, l'équilibre, on ne se le cachera pas, le travail de directeur général, c'est très demandant. J'étais beaucoup en réunion à l'extérieur, j'avais des fins de semaine qui étaient hypothéquées, entre guillemets, puis j'acceptais ce deal-là parce que j'ai eu du plaisir à faire ce que j'ai fait. Je suis pas parti parce que j'aimais plus ça. Je suis en coaching de gestion parce que j'aime la gestion. Oui. OK? Ça me fait triper. La relation humaine aussi, j'ai l'impression. Oui, la gestion des personnes. Parce qu'en gestion, c'est pas... on n'est pas dans un bureau fermé pour on prend des décisions. On a des impacts sur les gens. On a besoin d'avoir leur rétroaction puis de connaître qu'est-ce qu'ils vivent pour être capable d'être meilleur. Parce que beaucoup d'entreprises, surtout dans notre région, mais beaucoup d'entreprises sont basées sur des gens qui offrent des services, par exemple, comme à la caisse. Même si on est en mode produit, on produit des choses, mais on a des gens qui les produisent, ces choses-là. Donc, on se doit d'agir avec eux. Puis souvent, les gens sur le terrain vivent une réalité qui est, si on l'ignore, bien souvent, on se prive de l'intelligence de nos gens de terrain, ce qui est totalement fou. Là, Finalement, prendre un peu conscience des conditions de chaque personne. Puis aussi, si chaque personne se sent bien, bien, tout le monde va encore plus... arriver au but de l'entreprise, finalement. Oui, puis elle se réalise aussi différemment. Si on demande à quelqu'un de faire un travail, puis que de se servir que de ses mains, bon, c'est une chose, mais souvent la personne qui fait un travail, bien, elle réalise que, ça c'est limitant. Ça nous empêche de... Puis on pourrait être meilleur si... Puis si on ne pose pas ces questions-là, si on ne va pas vers les personnes, c'est là qu'on se limite un peu comme gestionnaire. Puis, il y a tellement de richesse aussi dans les relations humaines, dans les interactions entre les gens. C'est pas toujours simple. C'est vrai que c'est pas toujours simple, mais on est des êtres, puis on s'en rend compte beaucoup dans la pandémie, on est des êtres de relations. On a besoin de ça. Oui, c'est vrai. La proximité, les échanges nous ont manqué pendant des semaines et des mois. Donc, mais c'est ça, c'est vraiment... Pour moi, c'est une passion. C'est sûr, on voit que tu es une personne courageuse, mais ça s'est quand même développé dans ta tête tranquillement. Tu faisais de la gestion au sein de ton entreprise, comme DG, puis tu avais un coach, c'est ça? Je pense que tu avais un coach en gestion. Oui. J'ai découvert, moi, le coaching... en fait, j'ai découvert le coaching plus structuré pour moi lorsque je suis devenu directeur général. On m'en a proposé un. J'ai dit oui, je veux me développer, je veux continuer de me développer. Donc, ça m'intéresse. Puis j'ai commencé à travailler. Puis là, ça fait comme, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans qui me plaît vraiment beaucoup. J'aime ça. Puis, je me suis rendu compte que sans le savoir, j'en faisais. C'était plus du coaching de rue. Oui, t'improvisais. Bien, sur le terrain, tu sais, puis je suis quelqu'un qui j'ai tout le temps souhaité, je le disais tantôt, à développer les personnes. Donc, fait que j'en faisais déjà un peu sans avoir la structure. Puis là, à un moment donné, ça fait comme, hey, wow, ça ressemble à ce que je fais, ça. Puis j'aime ça. Ce bout-là, c'est vraiment intéressant, stimulant. Fait que je me suis inscrit... Puis à ce moment-là, quand je me suis inscrit à une formation en coaching sur 18 mois, c'est quand même une bonne formation, mon but n'était pas partir... Non, tu n'avais pas ça encore non, c'était pas à ça. la tête. C'était vraiment de dire, écoute, ça me plaît. J'ai un intérêt personnel pour ça. Ça va être bon pour ma pratique de gestionnaire. Tu étais dans le moment présent. Tu avais du fun, tu continuais là-dedans, tu voulais en apprendre plus. Exactement. Fait que j'ai fait cette formation-là. Puis plus j'en faisais, plus j'aimais ça. J'en faisais aussi avec mes gestionnaires en caisse. Là. Je faisais du coaching avec eux. Puis ces journées-là, c'était des très belles journées pour moi. Okay. Fait que là, ça fait comme, wow! Puis, ça fait un déclic. Ben c'est ça. Puis tu sais, fait comme, coudonc, je peux-tu faire ça, moi? Puis tu sais, tranquillement, j'ai commencé à regarder ça, à préparer. Parce qu'une transition comme ça, il a beau dire, bon, il est courageux, il est fou, ou il est peu importe, mais
ça se prépare. Oui, ça se c'est prépare. pas OK, bon, demain matin, je commence ça. N'importe quel lancement d'entreprise, il faut se préparer, monter sans nécessairement faire des documents de 150 pages, mais de se monter un plan de développement, un plan de lancement. C'est une affaire de d'entreprise. famille aussi. Et Oui. tu me disais que ta conjointe a été super accueillante à cette idée. Oui, absolument. C'est une décision qui est importante quand on décide de changer de travail ou de carrément lancer son entreprise. Puis Mélanie a été d'un appui extraordinaire là-dedans. C'est heureusement parce que ça aurait pu être un frein à dire OK, je me lance dans cette passion-là. Si on avait dit OK, bon, on a une insécurité, tu dis on a 4 enfants, les études, ça s'en vient, etc. C'est OK, wow, bon, ben, qu'est-ce. Fait, oui, c'est pas 100% calculé, mais la notion de vivre ses passions, autant Mélanie que moi, on est là-dedans. Puis le fait d'être supporté, c'est sûr que ça t'a aidé. C'est essentiel. Et ce que j'ai envie de parler, c'est que se lancer comme ça dans le vide, des fois, c'est... Comment a été la réaction des gens? Parce que comme je disais un peu plus tôt, tu avais vraiment un bon poste. Oui. Là, tu es parti comme travailleur autonome aussi avec un métier qu'on connaît plus ou moins, Oui. que c'est comme un peu abstrait. Moi, en pré-entrevue, ça a été ma première question. Mais dans le fond, qu'est-ce que tu fais? Donc, ça a été quoi la réaction des gens? Bien, il y a 3 types de réactions qui est arrivée. La première qui a été plus vraiment hey, wow, bravo, je suis content pour toi, tu vis tes passions, c'est cool, wow, super, puis l'encouragement. Il y a eu aussi la réaction comme ah ouais, un peu comme t'es fou, t'es fou, t'es en train de lâcher une job avec des belles conditions de travail, t'as ta retraite assurée dans 10 ans ou peu importe, puis tu te lances à ton compte à partir de zéro, pour certaines personnes, la notion de sécurité, on n'a pas tous le même besoin par rapport à ça. Pour certains, la notion de sécurité ou de... On est tous différents. Oui, exactement, puis il faut se respecter là-dedans. Fait que pour certains, ça t'est fait comme « Ouh! Ça se fait, qu'est-ce qu'il fait là? » Ça n'a pas de bon sens, cette décision-là, mais c'était ma décision. Puis la troisième réaction, c'était comme ah ouais, un peu d'envie aussi là, dans la voix. Peut-être que tu venais confronter des gens un peu par rapport à leur propre vie, leur propre choix. Oui, bien il y en a qui me l'ont confié. Il y en a qui ont même fait des gestes, posé des gestes suite à ça en disant, regarde, ça m'a fait réfléchir. Je me suis posé des questions si j'étais vraiment dans mes passions puis si je tripais tant que ça. Puis je me suis rendu compte que j'avais le goût de vivre d'autres choses. Fait que, écoute, ça a fait... je trouve ça génial, là, tu sais. Vraiment. Je l'ai pas fait pour ça, mais je trouvais ça génial de pouvoir avoir un impact comme celui-là parce que j'y crois profondément, là. Faut pas se laisser s'éteindre. On a une vie à vivre. Faut aller au bout de nos passions pour... Mais t'es vraiment un modèle pour ça, puis c'est pour ça qu'on tenait à te passer en entrevue. Bien, merci. Et c'est sûr, je peux pas passer à côté du fait que tu as commencé ton entreprise à l'automne. Oui. Là, il y a eu le COVID-19. Comment ça s'est passé de ton bord? C'est sûr que le début d'une entreprise, généralement, on est en développement. J'en ai accompagné plusieurs dans ma vie, c'est pour ça que je parle un peu comme ça, mais on est en développement des affaires, beaucoup. Je mettais une bonne partie de mon temps en développement des affaires. Donc, j'allais rencontrer des prospects, des futurs clients, des gens qui m'avaient dit, dans mon ancienne vie, « Ah Yves, j'aimerais ça travailler avec toi dans ta prochaine vie. » Fait que, tu sais, j'avais déjà un réseautage qui me permettait d'aller... Fait que c'est sûr que quand la crise du COVID est arrivée, ça ralentit ça. Oui. OK? Il y a des contrats qui ont continué de rentrer parce que j'avais déjà fait des contacts. T'avais un peu une propulsion, puis là, ça ralentit le COVID. Ça ralentit parce que pour moi, la meilleure façon pour moi de faire du développement des affaires, je travaille avec des personnes. J'accompagne des gestionnaires de personnes. Fait que le développement des affaires, pour moi, ça fait en personne. Via Zoom, là, ça t'intéresse? Ça se fait parce que mes coachings se font tous par visioconférence, mais le premier contact est important, puis c'est pas aussi facilitant. Ça se fait par téléphone, ça se fait par visio, ça se fait par toutes sortes de moyens, mais c'est différent. Fait que ça a amené un peu de peut-être ma croissance s'est pas faite aussi vite à cause de ça, mais elle s'est faite quand même. Mais elle n'a pas arrêté. Non, elle n'a pas arrêté. Parce qu'il y a des contrats qui ont continué d'entrer, des nouveaux contrats. Puis
Puis des gens qui m'ont... Mais est-ce que ça a amené des nouveaux contrats, le COVID-19? Parce que les gens étaient en panique. Je présume qu'il y a des entrepreneurs qui avaient besoin d'aide. Bien, moi, je ne l'ai pas vécu spécifiquement. J'ai beaucoup travaillé avec mes coachés sur la situation de la pandémie, les impacts que ça avait dans leur organisation. Et j'ai des collègues qui ont travaillé, qui ont eu des gens qui ont dit « OK, là, regarde, on ne se voit plus à la main au bout du bras, on a besoin de... » Fait que c'est ça, qui ont fait appel à des coachs. Des fois, c'était juste un retour aussi parce que le coaching, c'est pas une relation à vie. C'est-à-dire que quelqu'un a des objectifs, on travaille sur ces objectifs. À la fin de 6 mois, 9 mois, 1 an et demi, peu importe la durée, bien, ça peut prendre un arrêt ou une pause. Quelqu'un peut dire OK, un petit peu plus tard, j'en ai besoin, je rappelle mon coach. Fait que c'est un processus. C'est un peu comme quand tu fais un plan de développement individuel, professionnel, tu dis j'ai besoin de telle formation pour aller chercher de la théorie par rapport à cette compétence-là, et où je travaille avec un coach, parce que c'est deux approches qui sont différentes, qui peuvent être complémentaires, et qui peuvent être... Le coaching peut être un levier pour rentabiliser encore plus la formation aussi, parce que des fois, on arrive de la formation, on dit c'est super intéressant, on met ça un peu de côté, on retombe dans notre poutine, puis on oublie ce qu'on avait là. Bien, le coaching peut faire OK, regarde, qu'est-ce que tu vas mettre en place, puis là, on se fixe des objectifs, puis on intègre la formation. Fait qu'au lieu d'en récupérer 10, 20, 15, 30 bien, on va chercher 50, 60, 70 de mise en pratique. Bien, en tout cas, j'espère vraiment que avec le déconfinement et tout qui se passe présentement, j'espère vraiment que ça va bien aller pour vous. Mais en vrai, je suis pas inquiète pour votre entreprise. Puis merci beaucoup d'avoir accepté. Je suis sûre que ça va en inspirer plus qu'un. Bien, merci. Puis merci pour l'occasion. Je suis présentement à Causa-Piscale, au Petit Veilleux, et je parle présentement à la mère et le fils qui ont finalement créé les Petits Veilleux. C'est une affaire de famille, hein? Chez Petit Veilleux a été établi en 2014. C'est le bébé de Ferme Jodaric qui a été établi depuis 1989. Ferme Jodaric, le nom provient des 3 garçons de la famille, Jonathan, Dave et Eric, qui a fait après ça le nom de boucherie Les Petits Veilleux. On a Maurice et Denise qui sont propriétaires depuis maintenant, depuis 89. Et puis ça, c'est vos parents? Oui. Parfait. Puis là, pour vos vaches, dans le fond, vous avez commencé en 2014 à produire des produits qu'on peut finalement acheter. On a commencé à commercialiser ce qu'on appelle une vente à la boîte à la ferme en 2014, suite après la construction de tout ça. C'était vraiment dans le but pour être capable d'intégrer la relève agricole à la ferme, parce que le nombre d'animaux qu'on avait, ça ne nous tentait pas de regrossir encore le troupeau. Et que l'idée est venue de pouvoir commercialiser notre propre bœuf pour pouvoir intégrer la relève agricole. Okay. Puis comme vous m'expliquez un peu plus tôt dans la pré-entrevue, parfois vous devez prendre des produits un peu régionaux pour faire vos produits. Quand on a commencé à vendre la viande en 2014, juste la vente de bœuf pour être capable d'aider à payer notre bâtiment, c'était trop allant. Et qu'on a commencé à faire de la transformation, c'est avec des produits qu'on achète du porc qui provient quand même de la région. On a commencé à faire le croton, du smoke meat, après ça on a fait du pepperoni, la saucisse. La saucisse, c'est un de nos produits principaux qu'on vend là, beaucoup ici en région. Puis vos vaches, je disais, vos vaches dans le fond sont pas, on appelle ça bourrées d'hormones ou peu importe, c'est vraiment... Non. On a eu, depuis ce printemps, ça va faire 1 an, là, on est rendu avec la certification VBP+. Okay. On a des cahiers de charges qu'il faut avoir des règlements pour être capable de suivre, tant dans la vaccination, ce qui prouve aussi que nos animaux ont été bien vaccinés, qui ont été bien suivis avec les antibiotiques, si on a eu des antibiotiques, j'ai des registres à suivre là-dessus. Ça prouve aussi que toutes mes gestions de fumier ont été faites aux bonnes places. Tout ce qui est vraiment mon côté agro-environnemental, le confort de mon animal. Puis, on le faisait déjà avant d'avoir la certification, fait que ça n'a pas été dur de pouvoir demander ça. Oui, mais la certification vient comme juste pour les clients. C'était pour nous prouver qu'en fin de compte, on avait déjà le produit qui est déjà recherché. Ouais, je comprends. Et en plus, vous me disiez que vos
vaches sont nourries d'herbe fait en plus. L'herbe, c'est ça provient tout de la ferme. Regarde pas ça! On va le montrer à la caméra. Ça provient tout ici. Toutes les herbes poussent ici dans nos champs. Les animaux sont à peu près nourris à 95%, si on veut, d'herbes qui sont produites à la ferme. L'été, ils sont dans les pâturages. Puis à partir de l'automne, quand l'ère de paisance est rendue, qu'on est revenu à l'automne, mais les animaux sont rapprochés plus proches des bâtiments puis sont nourris à l'herbe le restant de l'hiver, de l'herbe qu'on a faite dans l'été. Okay. On peut appeler au Petit Veilleux pour commander. Oui. Sinon, comme on disait, vous êtes aussi au marché public Matapédia Marché public tous les jeudis, tout l'été, cette saison, on va être là. Le téléphone ici, c'est le meilleur moyen pour être capable de nous rejoindre. Il y a un répondeur, on donne des nouvelles. Puis la page Facebook, mais la page Facebook est juste pour annoncer les produits, mais on a la demande de nous appeler. Oui. Puis là, vous me dites aussi que vous vous enlignez pour peut-être être dans les coopératives régionales. Là, c'est ça. Avec le permis que la boucherie Petit Veilleux a réussi à avoir au mois d'avril, ce permis-là nous permet de pouvoir commercialiser notre viande dans les commerces ici régionaux, même partout au Québec, mais notre objectif principal est la région ici. Fait qu'on pourrait aller dans toutes les petites coops qu'on connaît de villages, les cantines, tous les commerces en fin de compte qui auraient besoin de nos produits, un traiteur ou tous ces gens-là peuvent faire affaire avec nous, avec nos produits qui sont locaux et qu'on peut redistribuer. Vous n'êtes juste pas dans les épiceries, puis vous êtes aussi à la cantine. La cantine Poutine du Bonheur. On a aussi un dépositaire au Bec Pointu à Amqui. On a nos produits là. Il est possible de faire des commandes, puis on fait des services au monde qu'on peut monter des boîtes de tous nos produits régionaux. J'ai vu que vous avez différentes boîtes. J'ai vu des boîtes de familiales, boîtes... C'est pour donner, les boîtes qui sont affichées, c'est pour donner une idée des produits qu'on a. Mais le monde sont capables, en nous appelant, qu'on va leur monter la boîte de qu'est-ce que les produits qu'ils veulent avoir. Ils sont libres un peu de sortir du modèle que j'ai vu. C'est un modèle pour montrer à peu près les produits qu'on peut avoir, mais les gens peuvent acheter, s'ils veulent plus de bœuf ou plus de porc ou plus de produits transformés. On y va avec un budget puis on leur montre la boîte, qu'est-ce qu'ils désirent. Vous êtes malléable. Oui. Puis vous me disiez que la livraison, c'est seulement à Amqui. Puis je pense qu'à partir de 100 $, c'est gratuit, que je disais, la livraison. Là, on offrait un service avec le COVID, de faire un service de livraison. C'est certain que pendant l'été, avec le rush qu'on a à la ferme, il est possible qu'avec le marché public, que vous pouvez recueillir votre boîte. Sinon, là, on va demander de descendre ici. C'est ça. Là, ce printemps, il a fallu s'agencer avec l'histoire du COVID. On avait offert un service de livraison, mais dans la période estivale, à part que de venir le recueillir au marché public, c'est trop dur là, pour nous autres. Puis vous m'avez expliqué qu'il y a certaines entreprises que le COVID a nuit, mais vous, ça vous a quand même aidé, puisque les commerces, les épiceries les horaires avaient réduit, il y avait certains commerces de qualité. C'est certain que ça nous a aidé. Ça nous a aidé à se faire connaître. À se faire connaître? C'est certain que ça a été, on rêvait tout le temps que notre entreprise se fasse connaître. Ça a été une chose, on ne souhaite pas d'avoir le COVID, mais ça a été une chose qui était là. On a réussi là, quand même à se faire présenter par du monde. Il y a des commandes qui se font faire à toutes les semaines. Puis, ce qui est un petit peu dur pour nous autres, c'est que du jour au lendemain, on s'est fait connaître. Transformer un bœuf, ça ne se transforme pas du jour au lendemain. On parle de la naissance à aller jusqu'à l'abattage. Il y a plusieurs semaines qui vont se passer entre les deux, plus le vieillissement. Dans le COVID, il ne faut pas oublier aussi que moi, mon bœuf, il faut qu'il se fasse abattre à l'abattoir de Luseville. Il y avait des restrictions aussi pour eux autres. Il y a des délais qui sont un petit peu plus longs. On a réussi à passer au travers là, pour répondre à la demande, mais les gens ont compris qu'à un moment donné, quand on a appelé, ben, regarde, ça va prendre de 2 à 3 semaines. Il faut laisser vieillir l'animal qui était battu. Mais non, le monde était bien content.
ça l'a beaucoup rappelé pour dire qu'il était satisfait des produits. Puis on est bien content des gens là, qui nous approuvent tout ça. Oui, bien les gens, on s'est fait beaucoup dire aussi dans les points de presse d'acheter local. Puis je pense que les gens étaient au rendez-vous. Oui. En espérant que les gens gardent cette habitude-là. C'est ce qu'on espère le plus parce que, tu sais, oui, on a une lancée, mais s'il faut pousser encore plus, ben, on va avoir besoin du monde qui va venir nous aider, mais je peux pas engager le monde avant de vendre le produit non plus. Et non, on espère bien gros que le produit régional, que le monde y croie. Là, c'est l'entreprise familiale ici, elle y croyait. Puis c'est vraiment un agencement de tous nos petits marchés, tous nos petits producteurs. Ça fait du bien quand on se fait encourager par le monde local de vendre un produit à l'extérieur que tu vois jamais ce monde-là. Oui, c'est sûr. Donc, ben, merci beaucoup. On sait que vous êtes dans le jus présentement. C'est une grosse saison pour vous. Donc, merci d'avoir pris du temps pour l'entrevue. Puis, on vous invite à, soit par le numéro de téléphone qu'on va mettre à bas de l'écran, vous pouvez acheter des produits du Petit Veilleux ou tout simplement aussi sont au marché public à tous les jeudis. Merci. Là, c'est le moment de la chronique. Qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine? Et là, je comprends pas vraiment on est où. Oui, je vais t'expliquer ça. Présentement, on est à Val-Brillant, à la patinoire de Val-Brillant, car depuis 3 ans a été instauré le pickleball, qui se trouve être un sport. C'est un sport inventé en 1960 aux États-Unis. Jamais entendu parler. Qui a été ramené il y a 3 ans ici à Val-Brillant par quelques petites personnes. Ça leur tentait de partir ça. C'est quoi le sport? C'est très simple. Ça se joue avec cette petite raquette. C'est un mix entre le badminton, le tennis et le ping-pong. Petit fait intéressant, pickleball, d'où ça sort? Cornichon. C'est quoi ça? En fait, c'est que la personne qui a inventé le pickleball dans les années 60, son chien s'appelait Pickle. Il a donc décidé d'appeler le jeu pickleball en l'honneur de son chien. Donc, ça n'a pas de lien, vraiment. Ça n'a pas de lien, vraiment. Okay. On est présentement avec Céline Drolet, celle qui a amené le pickleball à Val-Brillant, on peut le dire. Oui, tu l'as fait connaître, oui. On se demandait, premièrement, les règlements. C'est quand même quelque chose, il y en a plusieurs. Pouvez-vous nous faire un petit résumé vite fait des règlements du pickleball? Bon, en fait, le pickleball, ça ressemble un petit peu au badminton, comme tu disais. Les règlements, c'est qu'on peut jouer en simple ou on peut jouer en double. Et premièrement, c'est qu'on a 2 serveurs dans chacune des équipes. Alors, le premier serveur va partir, va faire son service en diagonale vers le deuxième, le partenaire qui est en diagonale. Et le partenaire là-bas doit retourner le service en faisant faire un bond. Il peut pas prendre le service au vol, donc il doit attendre que la balle fasse un bond avant de prendre le service puis de le retourner. Et l'autre qui lui a envoyé le service doit aussi retourner la balle qui se fait en faisant un bond aussi. Puis après ça, l'équipe pourrait prendre Après, la balle. on peut être direct, là. Oui. OK, parfait. Mais c'est ça, je trouvais personnellement qu'on dirait que c'était un mélange de volleyball, de tennis puis de badminton. Un peu de tout. C'est un mélange de plusieurs sports, puis aussi du ping-pong à cause de la la raquette, oui, puis la balle qui est légère puis qui est trouée, là, qui est en plastique. Vous l'avez essayé, vous avez vu un petit peu l'impact que ça faisait. On a tendance souvent à jouer avec ça, à jouer comme au tennis, hein, parce que souvent on a... la majorité des gens ont joué au tennis, fait quand ils arrivent avec le pickleball, on a tendance à faire les mêmes gestes, mais c'est un jeu où on doit retenir justement notre coup et on doit placer notre raquette comme il faut. Puis aussi au niveau des points aussi, c'était différent pour que... Moi, ça me mêlait, là. Pour que je fasse un point, je pensais tout le temps que je faisais un point, mais finalement, pour que je sois capable de faire un point, il faut que ce soit moi qui étais au service. C'est le serveur, oui, celui qui a fait le service, c'est lui qui fait s'il fait un point, c'est là que le point est compté. S'il perd à ce moment-là, c'est que c'est son deuxième partenaire qui fait le service. Et s'il réussit le service, ça fait un deuxième point pour l'équipe. S'il perd, c'est l'autre équipe qui doit reprendre le service. Mais l'autre équipe n'a pas le point
parce qu'ils ont perdu le service. Là. OK. Normalement, c'est on appelle ça le troisième coup. Parce que le premier coup, ça va être le service qui va se faire. Le deuxième coup, ça va être celui qui va répondre au service. Et le troisième coup, c'est en avant. C'est là qu'on commence. Mais les gens aussi vont le voir dans les. Quand on essayait de jouer, quand on jouait, on essayait. Mais là, je trouve ça vraiment intéressant parce que quand on est arrivé ici, vous êtes toute une petite communauté. Oui. Merci beaucoup à l'équipe. Oui, on est une belle. Oui. Puis là, c'est vous qui amenez ça, cette idée-là, à Val-Brillant. Ben, c'est que moi, l'hiver, j'étais en Floride, puis ça joue beaucoup. Ça joue depuis 1965, le pickleball en Floride. Puis c'était. Puis on jouait. Puis je trouvais ça le fun. Puis je trouvais aussi qu'on avait la possibilité de jouer ici sur la patinoire Jean-Clamart parce que ça joue sur une surface dure. Donc, comme il n'y avait rien qui se faisait ici l'été, on est allé chercher de l'aide financière, entre autres de la municipalité, de Club Lyon, de CFLM qui est Chantal. Oui, là, vous êtes trois dans l'organisation. Chantal. Oui, Chantal est celle qui m'a aidé beaucoup pour partir tout ça, puis aller chercher les commanditaires, puis faire oui, Chantal, puis Sylvie aussi. Et puis tout le monde, dans le fond, parce que c'est... Oui, allô, oui. Sylvie. C'est ça. Alors, avec les sous, ben, on a pu... puis la Caisse populaire aussi nous a aidés. Alors, on a pu se financer puis acheter des filets. OK. Puis là, vous m'avez dit que c'est selon la température. Il n'y a pas vraiment d'horaire pour l'instant. On n'a pas d'horaire pour l'instant. On joue souvent le soir. L'été, ça va être souvent à partir de 6 heures qu'on se donnait. C'est ça, comme qu'il commence à faire chaud comme aujourd'hui, normalement, on viendrait le soir. OK. Il y a des lumières d'ailleurs, fait qu'on joue jusqu'à 8h30, 9h. Puis moi j'ai une autre petite question. Puis s'il y a des gens qui pratiquaient pas ce sport-là, un peu comme Zoé puis moi, qui se disent à un moment donné, « Hey, j'aimerais ça, c'est ça le pickleball », comment ça marche pour aller faire une partie avec vous? Ils peuvent communiquer avec nous ou ils peuvent venir voir ici à Val-Brillant. Et on a des palettes aussi, là, on vous en ai prêté, c'est les miennes, mais on a aussi d'autres palettes en bois qu'on prête aux gens qui veulent essayer ça. Alors, ils ont juste à communiquer avec nous ou appeler peut-être la municipalité, puis ils vont leur donner nos coordonnées. Puis comme vous me disiez tantôt, la municipalité va donner un peu plus, je pense. Vous allez avoir plus un terrain? Oui, bien la municipalité nous ont dit, en tout cas, c'est une agréable surprise, là. Ils refont les bancs de la patinoire bientôt et ils vont nous faire 3 terrains permanents avec des filets permanents qui vont être fixes sur le terrain. Donc, on aura pu, parce que là, présentement, les filets sont amovibles. On doit les déplacer, on doit les... Oui, c'est ça. Puis avec le COVID-19, juste les mesures, on ne touchait pas aux balles. Oui, il fallait la pousser avec nos pieds. On a chacun nos balles particulières. Oui. Bon, mais ça se fait très bien. Beaucoup. Merci à vous de l'avoir fait. Merci à tout le monde et on se laisse en image sur les parties, je vais le mettre en guillemets, j'ai pas le choix, qu'on a faites avec toute l'équipe, encore une fois. Merci à tout le monde. C'était Quoi faire en fin de semaine. On se voit la semaine prochaine pour une autre activité. Hey, sérieux, là? Oh. Je m'excuse, mais je suis du pinch. Je m'attendais à être meilleur que ça, mais c'est mon orgueil. C'est juste mon orgueil. C'est le fun. Je vais revenir. Mais on était poche. J'ai chaud, là. On était vraiment poche. C'est vrai qu'il fait vraiment, vraiment très chaud. Puis je voudrais finir en disant Allô, papa! Ah, non, my God. Non, mais sérieusement, on n'a pas d'ego présentement, on n'a pas d'ego. Non, pour vrai, on repart bredouille, mais on a eu vraiment du fun. Merci encore à toute l'organisation. Si vous
avez envie de réécouter des segments ou de voir nos coulisses de l'émission, vous avez juste à nous suivre sur nos réseaux sociaux ou notre chaîne YouTube. Merci beaucoup tout le monde et à la semaine prochaine.